mon nom est Michael Anderson. J'ai 34 ans, et mon propre père a confié l'entreprise familiale pour laquelle j'ai enseigné à mon frère cadet. Un homme qu'il a considéré comme sa tirelire personnelle. Avant de vous raconter comment une simple feuille de papier a déclenché une guerre dans ma propre famille et a changé nos vies à jamais. Rendez-moi un service et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est bon de savoir qui est là. L'air dans le bureau de mon père, aux murs recouverts de panneaux de chêne, était lourd du parfum du vieux cuir, du whisky coûteux et d'un niveau étouffant de déception. C'était ma déception, pas la sienne. Ma mère, Linda, était perchée au bord d'un des fauteuils à oreilles. Le dos raide comme un piquet, tordant un mouchoir en soie dans ses mains jusqu'à en faire un œuf froissé. Mon père, Robert Anderson. Un homme qui semblait taillé dans le même granit que les montagnes qu'il aimait gravir, se tenait derrière son colossal bureau en acajou, une forteresse d'où il régnait depuis 40 ans. Et mon frère, Jake, était appuyé contre le mur, un tableau d'arrogance nonchalante, ricanant comme s'il regardait sa sitcom préférée. L'annonce avait été faite 1 heure plus tôt. C'était censé être un dîner de célébration pour le départ à la retraite de mon père. J'avais été assez naïf pour penser que c'était mon moment. 15 ans. 15 ans de semaines de 60, parfois 80 heures. 15 ans de vacances reportées, de rendez-vous annulés avec ma petite amie Sarah. 15 ans à investir chaque once de mon intelligence, de mon énergie, de mon âme dans Anderson Construction. Au lieu de cela, mon père s'était levé, avait fait teinter un verre en cristal avec une fourchette, et, d'une voix pleine de fierté paternelle, avait nommé Jake, mon frère fêtard et bébé à papa. Nouveau directeur général. Le trajet en voiture depuis chez eux avait été un vide silencieux et rugissant. Sarah n'a pas dit un mot. Elle a juste posé une main sur mon genou. Une petite encre chaude dans la mer agitée de ma rage. Mais je ne suis pas rentré chez moi. Impossible. Je suis allé à mon bureau, le vrai, au siège de l'entreprise. L'endroit où j'avais pratiquement vécu pendant plus d'1 décennie. Je me suis assis à mon bureau, un bureau dont je réalisais maintenant qu'il n'était qu'un meuble emprunté, et j'ai écrit. Maintenant, j'étais de retour dans la gueule du lion. Je n'avais pas frappé, j'étais entré directement. J'ai tendu la simple feuille de papier, pliée de manière nette. Mon père l'a prise. Avec un regard ennuyé et paternaliste. Qu'est-ce que c'est, Michael? Une lettre de démission? C'est un peu théâtral, même pour toi. Dors là-dessus. Tu penseras différemment demain matin. Il commença à lire, un sourire condescendant flottant sur ses lèvres. Je l'ai regardé parcourir les premières lignes. Le sourire hésita, remplacé par un éclair de confusion. Ses sourcils se froncèrent tandis qu'il continuait. Au moment où il atteignit le dernier paragraphe, la couleur vermeille avait disparu de son visage, laissant derrière elle une pâleur grisâtre et pâteuse. Là maintenant le papier commença à trembler légèrement. Il leva les yeux vers moi, les yeux grands ouverts. Avec une horreur naissante que je n'avais jamais vue sur son visage puissant auparavant. C'était le regard d'un roi qui venait de réaliser que son château était bâti sur du sable. Est-ce une blague, chuchota Théil, sa voix se brisant, perdant toute son autorité de baryton. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. Je n'avais besoin de montrer aucune émotion. Mon calme était mon arme. Je l'ai juste regardé droit dans les yeux. Tu as fait ton choix, dis-je. Ma voix aussi froide et stable que les poutres d'acier que nous utilisions pour construire des gratte-ciel. Maintenant, j'ai fait le mien. Et sur ce, je me suis retourné et je suis sorti de la pièce, laissant derrière moi le cratère fumant de mon ancienne vie. Le son du souffle aigu et étranglé de ma mère fut la dernière chose que j'entendis en tirant la lourde porte de chêne derrière moi. Pour vraiment comprendre le poids de cette porte qui se ferme, vous devez comprendre les 15 années qui l'ont précédée. La trahison n'est généralement pas un coup de foudre. Pour moi, c'était un poison à action lente administré à petite dose quotidienne. C'était un millier de coupures de papier, chacune si petite que vous la remarquez à peine, jusqu'au jour où vous baissez les yeux et vous videz de votre sang. Laissez-moi vous ramener 3 ans en arrière. Nous étions en plein projet de la tour Harrison, une bête de 50 étages qui devait être la pierre angulaire du portefeuille moderne de notre entreprise. C'était notre plus gros contrat à ce jour, et tout était en jeu. J'ai reçu un appel paniqué à 21 h un vendredi de Sal, notre chef d'équipe. Sal coulait du béton depuis avant ma naissance. Quand il était inquiet, je savais que c'était grave.
Michael, tu dois venir ici, dit-il, sa voix tendue sous le bruit du vent et des machines. Le sous-traitant des armatures. Ils ont royalement foiré. Les spécifications sont toutes fausses pour la coulée des fondations du côté sud. On vient de s'en apercevoir. Si on laisse ça prendre, toute la section échouera à l'inspection. Tout ce foutu truc devra être démoli. J'étais là en 20 minutes. Le chantier était un chaos indescriptible sous la lumière crue des projecteurs temporaires. Une pluie froide et misérable avait commencé, transformant tout en une soupe glissante et boueuse. Sal avait raison. C'était un désastre. La grille d'armature était un enchevêtrement confus. Un défaut fatal qui compromettrait toute la structure. Si on ne corrige pas ça tout de suite, dit Sal, le visage sombre en essuyant la pluie de son front avec le dos d'un gant boueux. On risque un retard de 2, peut-être 3 semaines. Les clauses pénales dans le contrat avec Harrison Group. Michael, ils effaceront chaque centime de profit sur ce travail. On pourrait même finir dans le rouge. Mon esprit s'emballait déjà pendant que Sal commençait à rassembler ses gars. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé le contractant des armatures. Je l'ai réveillé et je lui ai lu un sermon dans un langage qu'il comprendrait. Il était responsable, et il le savait. Je n'ai pas crié. J'ai juste exposé les faits de la rupture de contrat et les conséquences financières auxquelles il serait confronté personnellement. Il avait une nouvelle équipe sur le site dans les 2 heures. Ensuite, c'était le béton. Le fournisseur était fermé. J'ai appelé le propriétaire, un homme du nom de Henderson, sur son portable personnel. Jean, c'est Michael Anderson. J'ai un incendie de 5e alarme sur le chantier Harrison. Michael, il est presque minuit un vendredi, grommela-t-il. Ça ne peut pas attendre lundi? Si ça attend lundi, Jean? Toi et moi allons devoir expliquer au groupe Harrison pourquoi leur tour a un mois de retard, dis-je, en gardant ma voix égale. J'ai une mauvaise coulée d'un sous-traitant. J'ai besoin d'une nouvelle livraison. 3 heures du matin. J'ai besoin de ton meilleur mélange et de ton meilleur chauffeur et j'en ai besoin au prix coûtant parce que mon autre option est d'aller chez Centrale Concrète et de leur donner le contrat pour le reste. De cette construction et les 3 prochaines que j'ai en ligne. Il y eut une longue pause. Je pouvais l'entendre soupirer. Tu négocies dur, Anderson. Très bien. Mon gars sera là. N'en prends pas l'habitude. Je n'ai pas quitté le site pendant 36 heures. J'ai coordonné les équipes. Supervisé la démolition de la mauvaise section et personnellement inspecté la nouvelle installation d'armature. Je suis resté là dans la boue et la pluie pendant que le nouveau béton était coulé à 3 heures du matin, l'odeur du ciment mouillé emplissant l'air. C'était un travail épuisant et misérable. J'ai survécu avec du café tiède du thermos de Sal et le pur refus obstiné d'échouer. Le dimanche après-midi, alors que le soleil perçait enfin les nuages, la nouvelle fondation prenait parfaitement. Le projet était sauvé. L'entreprise était sauvée d'un coût financier catastrophique. Je me suis finalement traîné chez moi, mes bottes couvertes de boue. Mon corps endolori dans des endroits dont j'ignorais l'existence. Je me suis effondré sur le canapé, j'ai sorti mon téléphone pour vérifier mes messages. Et la première chose que j'ai vue était un nouveau post de Jack. C'était une photo de lui souriant d'une oreille à l'autre sur le pont d'un yacht blanc étincelant avec la silhouette de Miami en toile de fond. Il tenait une bouteille de champagne. Son bras autour d'un mannequin blond. La légende disait, travailler dur ou à peine travailler. De grandes choses à venir pour Anderson Construction. #vieillachete dièse costumé nœud de papillon #réseautage. Il avait dit à mon père qu'il assistait à une conférence importante de l'industrie. Il avait débité tout le voyage, les vols, l'hôtel 5 étoiles. La location du yacht, sur la carte de crédit de l'entreprise. J'ai regardé l'écran, l'image se gravant dans mon cerveau. J'étais littéralement en train de sauver les fondations de notre entreprise debout dans la boue et la pluie pendant qu'il flottait sur l'océan en buvant du champagne à mes frais. Aux frais de l'entreprise, et en appelant ça du travail. C'était la différence essentielle entre nous. Je voyais l'entreprise comme une responsabilité, un héritage à protéger et à développer. Il la voyait comme un guichet automatique personnel, et mon père l'encourageait. Il confondait les dépenses imprudentes de Jack avec un réseautage ambitieux. Il voyait la confiance tape à accent grave l'œil de Jack comme un signe de leadership. C'était un schéma qui se répétait sans cesse, le plus douloureusement lors des réunions de famille. Je n'oublierai jamais Thanksgiving il y a environ 5 ans.
Toute la famille élargie était entassée dans la salle à manger formelle de mes parents. La table croulait sous la nourriture. L'air était rempli de bavardage. Je me sentais bien. Je venais de passer les 4 derniers mois à orchestrer une fusion complexe mais brillante avec un fournisseur de matériaux de taille moyenne. C'était un coup de maître stratégique qui nous isolerait des fluctuations du marché et nous ferait économiser des millions de dollars au cours de la prochaine décennie. C'était le genre de travail discret et fondamental qui ne fait pas de belles histoires, mais qui garantit la santé à long terme d'une entreprise. J'ai essayé de l'expliquer à mon père. En dessinant un petit diagramme sur une serviette pour lui montrer les avantages de la chaîne d'approvisionnement. Il a écouté d'une oreille distraite, les yeux scannant déjà la pièce. « Bien, bien. Fils, dit-il, en me tapotant l'épaule distraitement. Du travail solide. C'est mon homme à écrou et boulon. » Juste à ce moment-là, Jake, à l'autre bout de la table, s'est lancé dans une histoire bruyante et tonitruante sur un voyage à Las Vegas, où il aurait soi-disant bluffé pour entrer dans une partie de poker à enjeux élevés. C'était une histoire embellie et ridicule qui était presque certainement fausse, mais il la racontait avec panache. Il était animé, riant, charmant. Mon père était captivé. Il rugissait de rire. Frappant la table. Voilà une histoire, beuglatait-il, s'assurant que toute la famille pouvait l'entendre. Ce gamin a du cran. Il a du charisme. C'est comme ça qu'on réussit dans ce monde. En prenant des risques. Il baissa les yeux vers moi à l'autre bout de la table et me fit un clin d'œil comme s'il me révélait un profond secret commercial. Tu vois, Michael, tu joues le long jeu. C'est intelligent, mais parfois il faut tout miser. Jake sait comment tout miser. J'ai senti une bouffée de honte me monter au cou. Il venait de rejeter mes 4 mois de travail stratégique intense et d'élever le fantasme d'ivrogne de Jake au niveau d'une grande perspicacité commerciale. Devant tout le monde. Ma mère a vu l'expression sur mon visage. Elle s'est penchée en avant, sa voix un murmure conspirateur. Ne fais pas attention à ton père. Tu sais comment il est. Il est juste fier de vous deux de différentes manières. Mais sa fierté venait toujours avec un plan. C'était un outil pour me contrôler. Les appels téléphoniques étaient incessants. Michael. Mon chéri, sa voix serait doucereuse, Jake vient de décrocher le projet pour le nouveau centre commercial. N'est-ce pas merveilleux? Le client l'a adoré. Il y a juste quelques détails techniques dans la proposition. Tu es si brillant avec ces trucs. Pourrais-tu juste y jeter un coup d'œil rapide avant qu'il n'envoie le contrat final? Je savais ce que voulait dire coup d'œil rapide. Cela signifiait passer tout mon week-end à réécrire une proposition de 50 pages remplie de promesses impossibles et de calculs erronés. Mais je l'ai fait. Michael, j'ai qu'un peu de mal avec le budget du compte Miller. Les chiffres ne correspondent pas tout à fait. Tu as toujours eu la bosse des chiffres. Pourrais-tu juste aider ton frère? L'aider signifiait passer des heures à démêler un gâchis financier de sa fabrication, un gâchis si grave qu'il était sur le point de nous coûter un client que nous avions depuis 20 ans. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait encore et encore. Je me suis dit que c'était pour le bien de l'entreprise. Je me suis dit que c'était ce qu'un bon fils et un bon frère faisaient. Mais la vérité, c'est que je l'ai fait parce qu'une partie de moi, une partie désespérée et idiote, croyait encore que mon père finirait par voir. Qu'un jour les écailles tomberaient de ses yeux et qu'il reconnaîtrait qui tenait réellement l'entreprise ensemble. Ethan. Mon meilleur ami et la seule personne de l'entreprise à qui je pouvais vraiment faire confiance, le voyait clairement. Tu es un idiot, Mike, me dit-il sans détour un soir autour d'une bière. Tu es le moteur et Jake est l'ornement de capot brillant. Et ton père est tellement occupé à polir l'ornement qu'il se fiche même que le moteur soit sur le point d'exploser. C'est notre héritage. Ethan, argumenterai-je, les mots sonnant creux même à mes propres oreilles. Non, rétorqua-il. C'est l'ego de ton père, et c'est toi qui en paie le prix. Sarah, ma petite amie, était tout aussi inquiète. C'était une femme qui avait bâti sa propre entreprise d'architecture paysagère à partir de rien, et elle n'avait aucune patience pour le succès immérité. Il ne s'agit pas seulement de l'entreprise, Michael, me dit-elle un soir, sa voix douce mais ferme. Nous étions assis sur notre porche arrière. Le seul endroit où j'avais l'impression de pouvoir vraiment respirer. Il s'agit de toi. Ça nous affecte. Tu es toujours stressé, toujours fatigué.
On a dû annuler notre voyage sur la côte le mois dernier à cause d'une des urgences de Jake. Quand est-ce que tu peux avoir une vie? Quand est-ce qu'on peut avoir une vie? Elle avait raison. Le poison s'infiltrait dans tous les coins de mon monde. Encore un peu, suppliai-je, plus à moi-même qu'à elle. Papa prend sa retraite bientôt. Quand il le fera, il devra faire face aux faits. Il devra faire le choix logique. Il devra me choisir. Je m'accrochais à cette croyance comme un noyé s'accroche à un morceau de bois flotté. C'était la seule chose qui me faisait avancer. Alors, quand mon père nous a tous réunis pour ce dernier dîner, celui pour annoncer sa retraite, j'ai permis à cet espoir perfide de gonfler dans ma poitrine. J'ai redressé ma cravate. J'ai redressé mes épaules. J'ai regardé Jake à l'autre bout de la table, qui en était déjà à son 3e verre de vin, et j'ai pensé, c'est ça. C'est le moment de vérité. Maintenant. Tout le monde verra enfin. Et ils l'ont fait. Je n'ai juste pas réalisé que la vérité qu'ils allaient voir était que tout le travail de ma vie, mes 15 ans de dévouement, ne signifiait absolument rien du tout. Au moment où les mots ont quitté la bouche de mon père, le joyeux cliquetis de la salle à manger a semblé s'éteindre, remplacé par un grondement dans mes oreilles. Et donc, avec une grande fierté, je transmets les rênes d'Anderson Construction à une nouvelle génération. Le nouveau PDG sera mon fils, Jake. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. Je suis sûr que mon visage était un masque d'incrédulité. Le monde a semblé basculer sur son axe. Les visages de mes proches se brouillant sur les bords. J'ai vu clairement le visage de Jake, cependant. D'abord, un éclair de choc véritable. Puis un lent sourire triomphant se répandant sur ses lèvres comme du vin renversé. Il avait gagné. Il n'avait même pas essayé, et il avait gagné. Ma mère, Linda, a été la première à réagir. Éclatant d'un sourire radieux et commençant une salve d'applaudissements. Ses yeux, humides de ce qu'elle appellerait des larmes de joie, ont croisé les miens pendant une fraction de seconde. Et j'y ai vu non pas des excuses, mais une supplication, juste suivre le mouvement. Pour la famille. Le reste de la famille s'est joint à elle. Une vague d'applaudissements polis et enthousiastes déferlant sur moi, chaque claquement comme un coup physique. J'ai senti la main de Sarah trouver la mienne sous la nappe. Sa prise d'une pression féroce et ancrée. Elle savait. Elle avait su depuis le début. Mon père, rayonnant comme un paon fier, a finalement posé les yeux sur moi. Il m'a fait un petit signe de tête. Presque imperceptible, un geste conspirateur destiné à dire « Tu comprends, fils ?» Il fallait que ce soit ainsi. Tu seras là pour le soutenir. Je n'ai pas compris. Après les toasts et les tapes dans le dos et les félicitations interminables pour un homme qui pensait qu'un bilan était une installation d'art moderne, je me suis excusé. J'ai descendu le couloir familier jusqu'au bureau de mon père, le sanctum sanctorum de son monde. La pièce sentait le cèdre, le vieux papier et le pouvoir. Je suis resté au milieu de la pièce et j'ai attendu, le cœur une pierre froide et lourde dans ma poitrine. Quelques minutes plus tard, mes parents sont entrés, fermant la lourde porte derrière eux. L'animateur jovial de la fête avait disparu, remplacé par le PDG. Michael, commença mon père, sa voix un peu trop cordiale, un peu trop forte. Je sais que cela pourrait être un peu un choc. Un choc. Le mot sortit comme un rire étranglé. Papa, j'ai dédié toute ma vie à cette entreprise. Je gère les opérations. Je négocie les contrats. Je gère les projets. La plus grande contribution de Jake cette année a été de commander une nouvelle machine Keurig pour la salle de pause, et il a commandé les mauvaises dosettes. C'est une chose méchante et injuste à dire, Michael, intervint ma mère, sa voix acérée de désapprobation. Ton frère a un ensemble de compétences différents mais tout aussi précieux. Il a du charisme. Il se connecte avec les gens. Il se connecte avec les gens, rétorquai-je, ma voix s'élevant. Il se connecte avec les promoteurs de boîtes de nuit et les vendeurs de yachts. Il ne se connecte pas avec les clients à moins que j'ai déjà fait tout le travail préparatoire et que je l'ai préparé sur ce qu'il doit dire. C'est un perroquet, maman. Un perroquet charmant. Le visage de mon père se durcit, la bonhomie forcée s'évanouissant. Ça suffit, dit-il, sa voix tombant à un grognement sourd. La décision a été prise. Jake a la vision et la personnalité pour être le visage de cette entreprise. Il inspire les gens. Toi, tu es un opérateur, Michael.
Le meilleur dans le métier. Et il a besoin d'un numéro 2 fort. Il a besoin de ta main ferme sur la barre. Rien ne doit changer pour toi. Tu continueras à gérer tes projets. Rien ne doit changer. La phrase était si insultante, si méprisante, qu'elle me coupa le souffle. Il me demandait d'être le cerveau et les muscles de la belle figure de proue, de continuer à saigner, à suer et à me sacrifier. Seulement maintenant je le ferai pour soutenir mon frère incompétent, pour le faire passer pour le génie que mon père voulait qu'il soit. Non, dis-je, le mot calme mais absolu. Je ne le ferai pas. Les yeux de mon père se plissèrent. Ne sois pas un enfant. Ne gâche pas ton avenir, ton héritage. Ton nom est sur le bâtiment. Est-ce le cas, répliquai-je. L'amertume que j'avais refoulée pendant des années bouillonnant finalement. Ou est-ce juste ton nom? Et je suis juste le type que tu ne peux pas renvoyer parce que ça ferait mauvaise figure pour la famille. Suis-je un atout, papa, ou juste un élément permanent? Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, je me suis retourné et suis sorti, laissant la question en suspens dans l'air entre nous. Les jours suivants furent un épais brouillard de rage et de désillusion. Je n'allais pas au bureau. Je ne répondais pas à leurs appels. J'ai marché pendant des heures dans les parcs de la ville. Les foules anonymes étant un étrange réconfort. Sarah était mon roc. Elle ne poussait ni ne fouillait. Elle s'assurait juste qu'il y avait du café dans la cafetière et un repas chaud qui attendait. Une sentinelle silencieuse gardant ma retraite. Le 3e jour, mon téléphone vibra. C'était Ethan. Retrouve-moi au Poorhouse, dit-il, sa voix tendue. Dans 1 heure. Ne sois pas en retard. Il raccrocha. Il n'y avait pas de place pour la discussion. Le Poorhouse était un bar sombre et sans prétention, le genre d'endroit où l'on pouvait être invisible. Ethan était dans un box au fond. Un regard sombre sur le visage. Un dossier manille était posé sur la table entre 2 verres de bière en sueur. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je en m'asseyant sur le banc en cuir usé. « J'ai fait quelques recherches après que tu m'aies raconté ce qui s'était passé, dit-il en me poussant le dossier. J'avais une intuition. Il s'avère que tu avais raison au sujet des dépenses de Jack, mais tu pensais comme un comptable. Tu aurais dû penser comme un flic. » Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ai ouvert le dossier. Ce n'était pas juste quelques dépenses douteuses. C'était un pillage systématique et calculé des finances de l'entreprise. Il y avait des factures, des dizaines. D'une entreprise appelée Golden Gate Marketing and Strategy. Je n'en avais jamais entendu parler. Les factures concernaient des services vagues comme conseil en marque synergique et amplification de la portée stratégique. Le total était stupéfiant. Plus de 200 000 $ au cours des 12 derniers mois seulement. Ethan avait fait ses devoirs. Il avait vérifié l'entreprise. C'était une société écran enregistrée à une case postale. Et les paiements n'allaient pas sur un compte d'entreprise. Ethan avait réussi à obtenir une copie d'un chèque encaissé auprès d'une source en comptabilité. Il était libellé à l'ordre d'un compte personnel, le compte personnel de Jack. Ce n'était pas seulement de l'imprudence. Ce n'était pas seulement un droit acquis. C'était un détournement de fonds criminels. Il y avait plus, des reçus scannés pour une montre à 5 000 $, un acompte sur une voiture de sport noire élégante que je n'avais jamais vue. Des paiements de loyer sur un appartement pantouse de luxe au centre-ville. Je ne savais même pas qu'il l'avait. Il ne vivait pas seulement aux dépens de l'entreprise. Il la vidait de sa substance. Il te vole, Mike, dit Ethan, sa voix un grondement sourd et furieux. Il vole à ton père et à ta mère. Ce n'est plus une querelle de famille. C'est un crime. Un étrange calme froid m'envahit. La douleur, la colère, la confusion, tout fondit, remplacé par un seul point dur de clarté. C'était ça. C'était la balle en argent. C'était la seule chose que mon père ne pouvait pas rejeter. C'était un homme d'honneur à l'ancienne. Un voleur était un voleur. Il devrait voir. Je suis allé directement chez mes parents, le dossier manille étant un poids mort sur le siège du passager. J'ai trouvé mon père dans son bureau, penché sur des plans. Il leva les yeux, un éclair de soulagement traversant son visage. « Michael, je suis content que tu sois revenu à la raison. On peut y arriver. » Je n'ai pas dit un mot. Je me suis dirigé vers son bureau et j'ai placé le dossier ouvert directement sur ses plans, pointant les factures de Golden Gate. « Qu'est-ce que c'est ?
demandai-je, ma voix dépourvue d'émotion. Il prit une feuille. Ses sourcils se froncèrent en signe de concentration. Golden Gate Marketing. Je ne les reconnais pas 200 000 $? C'est cher. Jake aurait dû me le montrer. L'entreprise est une case postale, papa, dis-je d'un ton monocorde. Et l'argent a été viré directement sur le compte d'épargne personnel de Jake. Ça s'appelle du détournement de fonds. Je l'ai regardé lire, mon regard inébranlable. J'ai vu son visage passer de la confusion à la compréhension naissante, puis à quelque chose d'autre. Quelque chose auquel je ne m'attendais pas, le déni. Il ne se mettait pas en colère. Il se mettait sur la défensive. Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Tournant le dos à moi et aux preuves sur son bureau. Il doit y avoir une explication, dit-il, sa voix tendue. Un malentendu. Peut-être que c'était une prime qui n'a pas été traitée correctement. Je laissai échapper un rire bref et sec d'incrédulité. Une prime, papa? Il a falsifié des factures d'une entreprise qui n'existe pas. C'est un voleur. Il commet une fraude. C'est un crime qui pourrait le faire atterrir en prison et détruire la réputation de l'entreprise à jamais. Il se retourna, son visage un masque de rage écarlate. Mais la rage n'était pas pour Jake. Elle était pour moi. Elle était pour le fils qui osait apporter cette laide vérité dans son sanctuaire. « Et qu'est-ce que tu attends de moi, Michael » rugit-il. Sa voix rebondissant sur les murs recouverts de boiseries. « Tu veux que j'appelle la police pour mon propre fils? Tu veux le voir menotter? C'est de ça qu'il s'agit? De le ruiner. De ruiner cette famille. Je veux que tu vois la vérité, hurlai-je en retour, mon propre contrôle se brisant finalement en 1 million de morceaux. Je veux que tu vois à qui tu viens de confier la compagnie de ton père. Je vois très bien la vérité, beugla-t-il en pointant un doigt épais dans ma direction. Je vois un fils qui est tellement consumé par la jalousie qu'il est prêt à détruire son propre frère. Tu ne pouvais pas supporter que je le choisisse. Alors tu as cherché de la saleté pour essayer de le démolir. Il ne s'agit pas de l'entreprise. Il s'agit de ton propre orgueil blessé. C'était ça. C'était le coup de grâce. Ce n'était plus seulement une trahison. C'était un assassinat de personnage complet. Dans son esprit, pour protéger l'image fragile de son garçon d'or, il m'avait refaçonné en tant que méchant. Je n'étais pas le fils loyal, j'étais le monstre jaloux. La lutte s'évanouit en moi, remplacé par un vide si profond qu'il ressemblait à un trou physique dans ma poitrine. Il ne verrait jamais. Il ne voulait pas voir. Je suis retourné au bureau et j'ai calmement rassemblé les papiers, les remettant dans le dossier manille. Tu as raison, dis-je. Ma voix tombant à un murmure presque inaudible. Le calme terrifiant était de retour. Il était stupide de ma part de penser que la vérité comptait pour toi. Je me suis retourné et suis sorti de ce bureau pour la dernière fois, le dossier serré dans ma main comme un verdict. Il ne s'agissait plus d'essayer de les sauver d'eux-mêmes. Il s'agissait de me sauver d'eux. Le trajet en voiture loin de la maison de mes parents était étrangement silencieux. Le grondement dans ma tête s'était arrêté. La douleur était toujours là. Une douleur sourde et lourde derrière mes côtes, mais elle était éclipsée par une clarté glaçante et absolue. Les mots de mon père n'avaient pas été qu'une simple accusation. Ils avaient été une libération. Il avait coupé le dernier lien du devoir filial qui m'avait lié à sa vision imparfaite. Je n'étais plus un fils essayant de gagner l'approbation de son père. J'étais un agent libre, et cette liberté était une chose puissante et dangereuse. Je ne suis pas rentré chez moi. Je ne pouvais pas encore affronter les yeux compatissants de Sarah. J'avais besoin de canaliser cette colère froide et propre dans quelque chose de productif. Je suis allé à mon bureau à domicile. Une pièce qui avait toujours été mon sanctuaire pour les projets parallèles et la réflexion tranquille. Pour la première fois de ma vie d'adulte. Je ne pensais pas aux 5 prochaines années pour Anderson Construction. Je pensais aux prochaines 48 heures pour Michael Anderson. Pendant 2 jours de suite. J'ai travaillé avec une concentration que je n'avais jamais connue. Alimenté par des litres de café noir et le feu vertueux d'un homme qui n'a plus rien à perdre, j'ai commencé à construire mon arme. Ce n'était pas une bombe. C'était un instrument chirurgical conçu pour enlever un cancer. J'ai créé un fichier sur mon ordinateur et l'ai simplement nommé la proposition de transition. Il a commencé par une évaluation brutale et honnête d'Anderson Construction.
J'en connaissais les secrets mieux que quiconque. J'ai détaillé ses inefficacités opérationnelles. Le logiciel de gestion de projet obsolète que mon père refusait de mettre à niveau, la dépendance excessive dangereuse à l'égard d'une poignée de clients historiques. Les frais généraux gonflés par les dépenses de marketing exorbitantes de Jack et les salaires de ses amis inutiles. C'était une autopsie clinique d'une entreprise mourante. La deuxième section était la vision. C'était un plan d'affaires complet pour un nouveau type d'entreprise de construction, allégé, technologiquement avancé et impitoyablement efficace. J'ai exposé une stratégie basée sur la diversification, les soumissions agressives sur des projets avant-gardistes et une structure d'entreprise plate. J'ai détaillé une culture d'entreprise construite sur une seule idée radicale, la méritocratie. Les meilleures idées gagneraient, peu importe d'où elles venaient. Le travail acharné et les résultats seraient récompensés, pas votre nom de famille. C'était l'entreprise que j'avais toujours rêvé de construire. Celle qu'Anderson Construction aurait pu devenir sans la nostalgie obstinée de mon père et l'incompétence corrosive de mon frère. J'ai créé un organigramme. Au sommet, un PDG. En dessous, une équipe allégée de performants éprouvés. J'ai écrit leur nom, Ethan Carter, directeur des opérations, Jessica Miller, la responsable de la comptabilité pointue et pragmatique. En tant que directrice financière, Sal, le vétéran grisonnant du site, en tant que chef de la gestion de site. C'étaient les piliers de l'ancienne entreprise. Les personnes qui faisaient réellement avancer les choses. Leur loyauté n'était pas envers le nom Anderson sur l'enseigne. Elle était envers la qualité du travail. Envers les normes que je m'étais toujours battu pour maintenir. La dernière section était le coup fatal. C'était une analyse détaillée des risques. Une prévision financière de ce qui arriverait à Anderson Construction 6 mois et le personnel clé que j'avais énuméré devions soudainement partir. Les projections n'étaient pas émotionnelles. C'étaient des chiffres froids et durs. Des projets clés comme la tour Harrison seraient immédiatement bloqués sans ma supervision et mes relations. Avec le départ d'Ethan, la logistique opérationnelle s'effondrerait. Sans Jessica, les contrôles financiers s'évaporeraient. Les clauses pénales des clients en colère déclencheraient une cascade de pertes. Dans les 6 mois, l'entreprise dans laquelle mon grand-père avait investi sa vie serait insolvable. Ce n'était pas une menace, c'était un diagnostic. La proposition étant terminée. J'ai programmé 2 réunions essentielles pour le lendemain. La première était avec Emily Carter, la femme d'Ethan. Emily était l'une des avocates d'affaires les plus pointues de la ville. Je lui ai tout exposé dans son bureau stérile aux murs de verre, le drame familial, les preuves de détournement de fonds et ma proposition de transition. Elle a écouté sans interruption. Son visage un masque de neutralité professionnelle. Quand j'ai terminé, elle a tapoté un long doigt élégant sur le dossier de preuves contre Jack. C'est votre levier. Mais c'est aussi une mine terrestre, a-t-elle dit, sa voix nette et précise. Si vous utilisez cela pour les menacer explicitement, pour dire « Donnez-moi l'entreprise où je dénonce Jack », c'est du chantage. C'est illégal, et cela fait de vous le méchant. Mais elle a continué, un léger sourire touchant ses lèvres. Si vous présentez votre départ comme une décision commerciale nécessaire et gardez cela en réserve comme votre défense contre toute action en justice potentielle de leur part. Comme une poursuite pour rupture de contrat ou ingérence délictueuse, alors ce n'est pas du chantage, c'est une assurance. Elle m'a ensuite expliqué mon contrat de travail. La clause de non-concurrence est mal rédigée. Elle vous empêche de fonder une entité directement concurrente pendant 12 mois. Elle ne dit rien sur le fait d'être embauché en tant que spécialiste du redressement pour en sauver une qui est en difficulté. La formulation vous donne une ouverture. Elle m'a donné une voie juridique claire. J'ai quitté son bureau en me sentant non seulement en colère, mais armé. Ma deuxième réunion était celle qui comptait le plus. C'était avec Tom Edwards, le PDG de notre plus gros client. Tom était à l'ancienne. Il était dur, rusé et avait un détecteur de bêtises intégré. Notre relation était basée sur des années de résultats que j'ai obtenus. Souvent malgré le chaos causé par ma famille. Nous nous sommes rencontrés pour un scotch dans le bar tranquille au lambris d'acajou de l'hôtel Fairmont. Tom, je dois te parler franchement. Ai-je commencé? Je vais quitter Anderson Construction. Il n'a pas bronché. Il a juste fait tourner le liquide ambré dans son verre, la glace cliquetant doucement. Je ne peux pas dire que je suis surpris, Michael.
J'ai été surpris quand ton père a fait cette annonce. Ce garçon est un imbécile, il l'a toujours été. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre contre mes côtes. C'était ça. Je ne me contente pas de partir, Tom, ai-je dit en me penchant légèrement en avant. J'ai un plan. Un plan pour garantir que les projets que nous avons ensemble, et tous les projets futurs, continuent sans la moindre interruption sous une direction éprouvée et stable. Mais cela exigerait un acte de foi. Cela vous obligerait à déplacer votre portefeuille loin d'Anderson Construction. Je ne lui ai pas montré la proposition. Je n'avais pas besoin d'entrer dans les détails. Je lui ai vendu la vision. Je lui ai vendu un nouveau partenariat plus efficace. Je lui ai vendu une équipe dirigée par moi. Ethan et les autres acteurs clés qu'il connaissait déjà et auxquels il faisait confiance. Je lui demandais de parier sur le jockey, pas sur le cheval. Il a écouté attentivement. Son regard fixé sur le mien. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux pendant une minute entière, se contentant de regarder son verre comme si l'avenir tourbillonnait dedans. Ma confiance a commencé à ressembler à un château de cartes dans un ouragan. Finalement, il a levé les yeux, ses yeux vifs et clairs. Michael, a-t-il dit, sa voix un grondement sourd. Je suis dans ce jeu depuis 40 ans. J'ai vu des dizaines d'entreprises familiales imploser. C'est presque toujours la pourriture de l'intérieur. Tu ne m'as jamais menti. Tu n'as jamais manqué une échéance dont tu ne m'as pas averti bien à l'avance. Tu as toujours livré. Il s'est arrêté, prenant une autre gorgée lente. Mon monde était suspendu dans cette pause. Je ne peux pas signer un papier avec toi aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne, et tu le sais, a-t-il dit. Mais je vais te dire ceci. Il s'est penché en avant. Sa voix baissant encore plus. Mets de l'ordre dans tes affaires. Fais ton geste. Et quand tu seras en mesure de me faire une proposition formelle, tu m'appelleras. Je serai prêt à écouter. Il s'est levé, a posé une main lourde sur mon épaule et l'a serrée fermement. Ce n'était pas seulement un geste, c'était un transfert de pouvoir. Bonne chance, fils. On dirait que tu es sur le point de créer la tienne. Ce n'était pas un contrat juridiquement contraignant, mais c'était plus précieux. C'était un feu vert de l'homme dont le soutien pouvait faire ou défaire tout mon plan. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai tout expliqué à Sarah, toute l'histoire laide, la proposition. Les réunions. Elle a écouté chaque mot, son expression passant de la colère à mon égard à une fierté féroce et tranquille. Quand j'ai terminé, elle a simplement enroulé ses bras autour de mon cou et m'a serré fort. Il était temps, Michael, a-t-elle chuchoté. Il était temps que tu te battes pour toi. Plus tard dans la nuit. Je me suis assis à mon bureau une dernière fois. Il était temps d'arrêter de planifier et de commencer à agir. J'ai écrit une lettre. Elle était très courte, très formelle, et c'était la mèche. C'est la partie de l'histoire que vous attendiez. C'est là que la combustion lente et longue finit par s'enflammer en un véritable brasier. Le lendemain matin était un samedi vif et clair. Le genre de belle journée d'automne qui était complètement en contradiction avec la laideur que j'étais sur le point de déchaîner. Je me suis rendu à la maison de mon père, la maison où j'ai grandi. Et je suis entré par la porte d'entrée sans frapper. Je l'ai trouvé dans son bureau, comme je savais que je le trouverais. Il était au téléphone, riant d'une partie de golf. Il m'a vu. Et son sourire a hésité. Il a rapidement mis fin à l'appel. Michael, a-t-il dit, son ton méfiant. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas dit un mot. Je me suis simplement dirigé vers son bureau et j'ai posé la lettre sur son sous-main en cuir, celui du tout début de mon histoire. Maintenant, vous savez ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce n'était pas une démission. Ce n'était pas un plaidoyer émotionnel. C'était une manœuvre d'entreprise aussi froide et dure que l'acier. Elle disait. Robert. Conformément à l'article 3. Section 2 des règlements de la Anderson Construction Corporation, je demande officiellement une réunion d'urgence du conseil d'administration et de tous les actionnaires familiaux. La réunion aura lieu demain, dimanche, à 10 h dans la salle du conseil d'administration du bureau principal. Le seul point à l'ordre du jour sera un vote de défiance envers la direction actuelle et une discussion concernant l'avenir immédiat de l'entreprise. Je présenterai des preuves indiscutables de fautes financières graves et de détournement de fonds par le nouveau PDG, Jake Anderson.
Le fait de ne pas assister sera noté dans le procès-verbal officiel et interprété comme un abandon de responsabilité fiduciaire. Sincèrement, Michael Anderson. C'est pourquoi son visage s'était vidé de sa couleur. C'est pourquoi sa main avait tremblé. Ce n'était pas un fils qui piquait une crise de colère. C'était un actionnaire, un administrateur, exerçant ses droits légaux. C'était une déclaration de guerre formelle jouée selon les règles mêmes du jeu qu'il m'avait enseigné. Je n'avais pas simplement fui ma maison. Je revenais avec un bélier pour abattre les murs du château. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la salle du conseil d'administration du 3e étage était si tendue qu'on pouvait goûter l'électricité statique dans l'air. C'était une pièce conçue pour projeter la puissance avec une longue table en acajou polie comme un miroir et une vue panoramique sur les toits de la ville. Mais ce jour-là, elle ressemblait à une cage. Ma mère était là, son visage un masque de fureur pâle, ses yeux me lançant des poignards de glace. Mon oncle et ma tante, qui étaient des actionnaires minoritaires et détestaient les conflits, étaient assis blottis l'un contre l'autre, donnant l'impression de souhaiter que le sol les engloutisse. Jake était là, tentant un air d'indifférence ennuyé, mais le tambourinage rythmique continu de ses doigts sur la table trahissait sa terreur, et en tête de la table était assis mon père. Son visage une dalle de granit sombre et illisible. J'avais passé un dernier appel téléphonique ce matin-là. Tom, avais-je dit, la réunion est à 10 heures. En tant que notre plus gros client. Et donc une partie prenante principale dans notre stabilité, je crois que votre présence en tant qu'observateur serait inestimable. Et donc il était là, Tom Edwards. Assis tranquillement sur une chaise contre le mur, pas à la table, mais sa présence dominait la pièce. Il n'était pas un participant. Il était le public au profit duquel tout ce drame était sur le point de se dérouler. Sa présence a transformé une querelle familiale désordonnée en une crise commerciale légitime. Mon père a frappé ses jointures sur la table. Le son était anormalement fort dans la pièce silencieuse. Cette réunion d'urgence est ouverte, a-t-il dit, sa voix tendue. Michael. Tu as exigé le cirque. La parole est à toi. Je me suis levé, mon propre classeur de propositions devant moi. Je n'ai pas regardé ma famille. J'ai regardé la pièce dans son ensemble. Ma voix calme et mesurée. Merci, ai-je dit. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour étaler des griefs familiaux. Je suis ici en tant qu'administrateur de cette société pour faire face à un danger clair et présent pour sa survie. J'ai commencé par le détournement de fonds. Je n'ai pas crié ni accusé. J'ai simplement présenté les faits. En utilisant le projecteur de la salle, j'ai affiché les factures frauduleuses de Golden Gate Marketing. J'ai montré les relevés bancaires avec les virements électroniques. J'ai affiché les reçus numérisés pour les montres et la voiture de sport. Je leur ai fait tout parcourir étape par étape. Mon ton était aussi clinique qu'un médecin diagnostiquant une maladie en phase terminale. Jake a bondi sur ses pieds, son visage rouge et taché. C'est des ordures. C'est de la diffamation. Il déforme les choses, il invente tout parce que papa m'a choisi moi et pas lui. C'est de la jalousie. Assieds-toi, Jake, a ordonné mon père, sa voix un grognement sourd d'embarras. Je serais heureux de discuter des spécificités de l'actualisation de la marque synergique, Jake, ai-je dit en me tournant vers lui, ma voix toujours égale. Peut-être pouvez-vous éclairer le conseil d'administration sur les services qui ont été précisément rendus pour plus de 200 000 $ de l'argent de l'entreprise. Jake a ouvert la bouche. Un torrent de démenti tonitruant sur ses lèvres, mais il a ensuite vu l'expression dans les yeux de Tom Edwards, une expression de mépris total. Les mots sont morts dans sa gorge. Il s'est effondré sur sa chaise, vaincu. Ma mère a commencé à pleurer, pas bruyamment, mais avec de petits sanglots aigus et haletants d'une femme regardant son monde s'écrouler. Mais je n'avais pas fini. Il ne s'agissait jamais uniquement de Jake. Il s'agissait de toute la culture pourrie qu'il représentait. Le détournement de fonds, cependant, n'est qu'un symptôme. Ai-je continué, ma voix gagnant en force et en passion, un symptôme d'une maladie plus vaste, un échec de leadership, un échec de vision et un échec de devoir fiduciaire. Et puis je leur ai fait parcourir ma proposition de transition. J'ai projeté diapositive après diapositive leur montrant les vulnérabilités financières de l'entreprise en noir et blanc. Je leur ai montré les inefficacités opérationnelles. Je leur ai montré le chemin qu'ils empruntaient, un chemin menant directement à l'insolvabilité. Ensuite, je leur ai montré l'autre chemin.
Mon plan. Une nouvelle structure, une nouvelle technologie, une nouvelle philosophie, un nouvel avenir. Quand j'ai terminé, un silence profond et stupéfait a rempli la pièce. En l'espace de 20 minutes, j'avais non seulement prouvé que Jake était un criminel, mais j'avais également démantelé systématiquement l'héritage de 40 ans de mon père, l'exposant comme étant obsolète et fragile. Mon père a finalement parlé, sa voix lourde, épaisse d'une douleur presque tangible. « Qu'est-ce que tu veux, Michael? Quel est le but de tout ça? Humilier publiquement ta famille. » J'ai finalement permis à mon regard de se verrouiller avec le sien. Et pour la première fois, en regardant l'homme brisé devant moi, j'ai ressenti un éclair de pitié. « Non, » ai-je dit, ma voix s'adoucissant presque imperceptiblement. Je suis ici pour donner à ce conseil d'administration un choix. Le choix que tu aurais dû faire il y a une semaine. J'ai regardé autour de la table, du visage terrifié de mon oncle au visage couvert de larmes de ma tante. Je ne demande pas un emploi. Je présente un plan de sauvetage. Le conseil d'administration peut voter dès maintenant pour destituer Jake de son poste de PDG et m'installer avec le plein contrôle opérationnel, sans entrave. Pour exécuter ce redressement. Si vous le faites, je resterai. Je réparerai ça. Nous gérerons les problèmes juridiques de Jake en interne et discrètement. Nous sauverons cette entreprise et les emplois des 200 personnes qui y travaillent. Je me suis arrêté, laissant le poids de cette offre s'infiltrer. Où ai-je continué? Ma voix se durcissant à nouveau, vous pouvez voter pour maintenir le statu quo, pour soutenir la direction actuelle. Et si c'est votre choix, alors je présenterai ma démission avec effet immédiat. Et quand je franchirai cette porte, je ne serai pas seul. Ethan Carter, Jessica Miller, Sal et les meilleurs chefs d'équipe de construction de cet État sortiront avec moi. Nous partirons et nous construirons cette nouvelle entreprise que je viens de vous présenter. J'ai tourné la tête et j'ai regardé directement Tom Edwards. Et nous prendrons le compte Edwards Construction, et tous les autres clients importants que j'ai personnellement cultivés au cours de la dernière décennie avec nous. L'ultimatum était suspendu dans l'air, une épée au-dessus de la tête de mon père. La pièce était un vide. Tout le monde regardait Robert Anderson. Il était piégé. Il avait l'air vieux, rétréci. Un titan réduit en poussière. Et puis la voix qui a brisé le charme n'était pas la sienne. C'était celle de Tom Edwards. Il s'est levé lentement. Un mouvement délibéré et puissant qui a attiré tous les regards dans la pièce. Il a regardé mon père, un éclair de ce qui aurait pu être du chagrin dans ses yeux, mais il a parlé à toute la pièce. « Robert est mon ami », a-t-il dit, sa voix un grondement graveleux mais ferme, et je fais affaire avec le nom Anderson depuis très longtemps. Mais mon entreprise, mon propre héritage, dépendent de la stabilité. Cela dépend de la compétence. Cela dépend des résultats. Il a ensuite tourné son regard vif et clair vers moi. Michael Anderson a obtenu ses résultats pour moi sans faute pendant 10 ans. Il ne m'a jamais laissé tomber. Enfin, il a regardé à nouveau mon père et, d'une voix qui ne contenait aucune méchanceté. Seulement la logique froide et dure des affaires, il a porté le coup final et fatal. Le choix, bien sûr, appartient à ce conseil d'administration. Mais je mets mon argent, mes contrats et ma confiance dans le meilleur gestionnaire de cette pièce. Et, à partir de ce moment, c'est Michael. C'était fini. Échec et mat. La guerre était gagnée. Non pas avec une lettre silencieuse, mais avec une exécution publique dans la salle du conseil d'administration même que mon grand-père avait construite. Je n'avais pas seulement pris le château. Le faiseur de roi venait de me remettre la couronne devant toute la cour. Les moments qui ont suivi le verdict de Tom Edwards ressemblaient à un silence étrange après une explosion massive, où l'air lui-même semblait retenir son souffle. La table en acajou poli, qui avait été un symbole du pouvoir de mon père pendant des décennies, ressemblait maintenant à une dalle funéraire. Mon oncle David, un comptable doux qui évitait généralement toute forme de confrontation, fut le premier à rompre le silence. Il s'éclaircit la gorge, le petit bruit résonnant dans le calme tendu. « Robert, dit-il, sa voix hésitante mais résolue, nous devons faire ce qui est juste pour l'entreprise, pour nous tous. Je vote en faveur de la proposition de Michael. » Sa femme. Ma tante Carole a immédiatement emboîté le pas, sa voix un murmure rauque. Moi aussi. Je vote pour Michael. Mon père ne leur a même pas répondu. Il fixait ses propres mains.
jointes sur la table, comme s'il les voyait pour la première fois. Les mains qui avaient bâti un empire tremblaient maintenant. Il avait été le roi incontesté dans cette pièce, sa parole étant loi. Maintenant, il n'était plus qu'un homme qui avait été publiquement déjoué et neutralisé par son propre fils devant son client le plus important. Il leva lentement la tête et me regarda. Et dans ses yeux, je vis un cocktail toxique de rage, de regret et de défaite totale. Il fit un seul signe de tête brusque et saccadé. La motion est adoptée, dit-il d'une voix rauque. Chaque mot ayant le goût de cendre dans sa bouche. Un son étranglé, animal, s'échappa de la gorge de Jake. Il repoussa sa chaise si fort qu'elle grinqua sur le sol. Et il sortit en trombe de la pièce, claquant la lourde porte si fort que la vitre du cadre trembla. Ma mère, son visage un masque pâle et déformé de haine pure, me jeta un regard qui aurait pu faire cailler le lait, puis ramassa son sac à main et se précipita à la suite de son fils préféré brisé. J'ai été laissé dans la pièce avec mon père et les fantômes de ce qu'était notre famille. Mon oncle et ma tante, après avoir marmonné quelques mots de félicitations maladroits et peu enthousiastes, se sont pratiquement enfuis de la pièce, désireux d'échapper aux débris émotionnels. Et puis, il n'y avait plus que nous deux, père et fils, le nouveau roi et le déposé. « Es-tu heureux maintenant » demanda-t-il, sa voix une coquille vide de ce qu'elle était autrefois. « Tu as gagné. Tu as eu ce que tu voulais. Tu as humilié ton frère. Tu m'as humilié devant Tom Edwards. Il ne s'agissait jamais de gagner ou de perdre, ai-je dit, et j'ai été surpris par la profonde lassitude de ma propre voix. L'adrénaline du combat s'évanouissait, laissant derrière elle la douleur profonde de ce qui avait été perdu. Il s'agissait de survie. Tu allais laisser Jake conduire cette entreprise dans le fossé. Et tu allais te contenter de regarder tant qu'il aurait l'air bien de le faire. C'est ton frère, s'exclama-t-il, une étincelle de son ancien feu revenant. Tu es censé veiller sur lui. Et tu es mon père, ai-je rétorqué, ma propre voix s'élevant pour rencontrer la sienne, les années de frustration refoulées se libérant enfin. Un père est censé être juste. Un père est censé voir ses enfants pour ce qu'ils sont vraiment, pas pour ce qu'il souhaite qu'ils soient. Tu as regardé Jake et tu as vu une version plus jeune et plus charismatique de toi-même. Le vendeur dont tu as toujours été fier. Et tu m'as regardé et tu as vu un gestionnaire ennuyeux et fiable, le gars dont tu avais besoin pour nettoyer les dégâts. Tu ne m'as jamais simplement vu. L'accusation, brute et vraie, flottait dans l'air entre nous. C'était une vérité qu'il ne pouvait nier. Il n'avait pas de réponse. Il s'affaissa simplement dans son fauteuil en cuir à dossier haut. Paraissant frêle et vieux, un étranger dans son propre royaume. La confrontation la plus difficile, cependant, restait à venir. Plus tard ce soir-là, je suis retourné à la maison familiale. Je devais récupérer quelques effets personnels dans mon ancienne chambre, des choses que je n'avais pas encore eu le temps de déménager. J'avais prié pour que la maison soit vide. Mes prières n'ont pas été exaucées. Ma mère m'attendait en bas de l'escalier principal, les bras croisés, le corps aussi rigide qu'une statue. Son visage était tacheté à cause des pleurs. Mais ses yeux étaient durs et froids. « Je ne peux même pas te regarder, dit-elle, sa voix basse et tremblant de venin. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, les opportunités. Le soutien. » Je me suis arrêté dans l'escalier, une boîte de vieux manuels universitaires dans les bras. « Maman, de quel soutien parles-tu ? J'ai passé toute ma vie d'adulte à soutenir cette famille. J'ai été votre homme à tout faire, votre réparateur, votre équipe de nettoyage. Chaque fois que Jake gâchait tout, qui appeliez-vous ? Chaque fois qu'un projet était sur le point de dérailler. Quel week-end était sacrifié ? Nous sommes une famille, cria-t-elle, sa voix craquant, l'hystérie commençant à bouillonner, et les familles sont censées se protéger les unes les autres. Tu es censé protéger ton frère. Il est sensible. Tu l'as détruit. Et à ce moment-là, dans sa logique tordue, j'ai enfin compris sa motivation profonde. Il ne s'agissait jamais d'équité ou d'affaires. Il s'agissait de peur et de contrôle. Tu ne veux pas une famille, maman, ai-je dit, posant la boîte sur la marche avec un léger bruit sourd. Ma voix était calme, mais elle semblait trancher en plein cœur de sa tempête émotionnelle. Tu veux un système solaire avec toi comme soleil. Tu n'as cessé de m'utiliser pour permettre à Jake de faire n'importe quoi, non pas parce que tu pensais qu'il était capable, mais parce que tu savais qu'il était faible. Tu étais terrifié quand l'absence de l'entreprise et de l'argent de la famille pour le soutenir,
il soit perdu. Et tu avais tout aussi peur de moi. Elle me regarda. Sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson, aucun son en sortant. Tu avais une peur bleue que si je comprenais un jour vraiment ma propre valeur, je partirais, ai-je continué. Les mots coulant maintenant de moi, que je construirais ma propre vie, mon propre monde, et que tu n'en serais pas le centre. Alors, tu as essayé de nous enchaîner tous les deux ici. Tu as essayé d'enchaîner Jake avec tes facilités, et tu as essayé de m'enchaîner avec la culpabilité et un sens du devoir. Ton amour, ce n'était pas un cadeau, maman. C'était une laisse. La vérité crue des mots la frappa de silence. J'avais exprimé la peur laide et égoïste qui vivait dans la partie la plus profonde de son cœur, et elle n'avait aucune défense contre elle. Je ne suis plus ton outil, ai-je dit, ma voix lourde de finalité, et je ne suis pas le gardien de Jake. Cette partie de ma vie est terminée. J'ai ramassé ma boîte de livres. J'ai une entreprise à diriger. Il va me falloir tout ce que j'ai pour la sauver des dégâts que vous, papa et Jake, avez causés. Je suis passé devant elle. J'ai descendu l'escalier et je suis sorti par la grande porte d'entrée de la maison qui n'avait jamais vraiment eu l'impression d'être un foyer. Je n'ai pas regardé en arrière. Je savais que si je le faisais, ses larmes, sa culpabilité, son sens tordu de l'amour pourraient bien me ramener en arrière. Cette fois, la coupure devait être nette. C'était la seule façon pour nous tous d'avoir une chance de guérir. Les 6 mois qui ont suivi ont été une éducation éprouvante sur ce que signifie vraiment diriger. Ce furent, sans aucun doute, les mois les plus difficiles et les plus profondément satisfaisants de ma vie. Prendre la barre d'Anderson Construction ne ressemblait en rien à la tournée de victoire triomphale que certains pourraient imaginer. C'était plutôt comme être nommé capitaine d'un navire qui prenait déjà l'eau, avec un équipage sceptique et une tempête à l'horizon. J'ai immédiatement entamé le processus de changement de marque. En changeant le nom en Anderson & Partners. Le D Partners était crucial. C'était un signal, tant en interne qu'en externe, qu'il ne s'agissait plus d'un fief familial. C'était une entreprise professionnelle. Le premier défi était la culture d'entreprise elle-même. Qui était devenue stagnante et cynique sous le règne de mon père et carrément toxique pendant le bref et chaotique mandat de Jake. J'ai découvert des départements gonflés avec les amis non qualifiés de Jake, des personnes percevant des salaires pour ne rien faire. Il y avait des processus anciens et inefficaces institutionnalisés simplement parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait. Et puis il y avait l'élément humain, la résistance. Elle n'était pas ouverte. Elle se manifestait par des chuchotements discrets près de la machine à café. Des regards de ressentiment de la part d'employés plus âgés qui étaient restés fidèles à mon père pendant des décennies. À leurs yeux, je n'étais pas un sauveur. J'étais un usurpateur. Le fils traître qui avait organisé un coup d'État. Gagner leur confiance était mon premier et plus important travail. Je ne l'ai pas fait avec de grands discours ou des gestes tapes à accent grave l'œil. Mon père avait raison sur un point, il me manquait son charisme. Mon style de leadership était fondé sur autre chose, un travail acharné et une compétence visible. J'étais la première personne à arriver au bureau chaque matin et la dernière à partir. J'ai troqué mon costume contre un casque de chantier et j'ai passé des heures à arpenter les chantiers avec Sal. Non pas en donnant des ordres, mais en posant des questions. Quel est le principal goulot d'étranglement ici? De quel équipement avez-vous besoin? Quelle est la paperasserie la plus stupide que je puisse supprimer pour vous? J'ai écouté les contremaîtres, les personnes qui avaient de la terre sur leurs bottes. Et j'ai agi en fonction de leurs suggestions. J'ai passé des soirées enfermées dans la salle de conférence avec Jessica Miller, notre directrice financière aussi vive que l'éclair. Ensemble, nous avons pratiqué une autopsie financière sur l'entreprise, en passant les comptes en revue ligne par ligne. Nous avons coupé la graisse, les adhésions au club, les projets de vanité. Les salaires des employés fantômes. Nous avons redirigé ce capital là où il était nécessaire, du nouvel équipement. De meilleurs équipements de sécurité et des augmentations pour notre personnel le moins bien payé et le plus performant. Ethan et moi avons enfin mis en œuvre le logiciel de gestion de projet de pointe dans lequel je suppliais mon père d'investir depuis des années. La transition a été douloureuse. Les gens se sont plaints, mais en 2 mois, les résultats étaient indéniables. Les projets ont commencé à se terminer à temps et souvent en dessous du budget. Pour la première fois depuis des années. L'entreprise était financièrement saine. Le plus grand changement que j'ai apporté a été l'instauration d'un programme de participation aux bénéfices à l'échelle de l'entreprise.
À la fin de chaque trimestre, un pourcentage des bénéfices de l'entreprise était distribué à chaque employé. Des réceptionnistes aux ouvriers de chantier, le message était simple. Lorsque l'entreprise gagne, tout le monde gagne. L'atmosphère a commencé à passer lentement d'un cynisme enraciné à une adhésion prudente, puis véritable. Les gens ont recommencé à s'intéresser à l'entreprise. Ma famille biologique était un écho lointain dans cette nouvelle vie exigeante. Ma mère refusait de répondre à mes appels. Mon père et moi ne communiquions que par le biais du langage guindé et formel des avocats lorsque nous finalisions le transfert de pouvoir. J'ai entendu dire que Jake avait touché le fond et rebondi. Après avoir quitté la salle de réunion en trombe, il s'était lancé dans une beuverie de plusieurs semaines qui s'était terminée par une voiture détruite et une conduite en état d'ivresse. C'est l'humiliation publique, la perte de sa bouée de sauvetage financière et la confrontation à sa propre inutilité qui ont finalement percé son crâne épais d'arrogance. Il s'est inscrit dans un centre de désintoxication de 90 jours en Arizona. Environ 5 mois après la prise de contrôle, j'ai reçu un appel de mon assistante, sa voix hésitante. « Michael. Ton frère est dans le hall. Il demande à te voir. » J'ai accepté, ma propre curiosité luttant contre mon appréhension. Je l'ai rencontré dans la salle de conférence principale. La même pièce qui avait été notre champ de bataille. Le changement en lui était choquant. Il était plus mince, sa peau pâle. Les vêtements coûteux et tapas à accent graveleuil avaient disparu. Remplacés par un simple jean et un polo discret. Le sourire arrogant qui avait été son accessoire permanent avait disparu, remplacé par une profonde tristesse hantée dans ses yeux. « Michael, dit-il. » Sa voix calme et rauque. Il ne pouvait pas croiser mon regard, fixant plutôt la surface polie de la table. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Tu n'as rien à dire, Jake, ai-je dit. Gardant ma propre voix neutre. Non, si, insista-t-il, se forçant finalement à me regarder. Ses yeux étaient clairs pour la première fois depuis des années. Je suis désolé. Je sais à quel point ce mot est inutile, mais c'est le seul que j'ai. J'étais faible, et je te détestais d'être fort. Chaque fois que tu réussissais quelque chose. J'avais l'impression que cela mettait en évidence mes propres échecs, alors j'ai essayé de te rapetisser. J'ai essayé de te démolir. Il secoua la tête, un air de dégoût de soi sur le visage. J'étais un trou noir. Je voulais juste tout aspirer avec moi. Je suis resté silencieux, le laissant s'approprier le moment. Ce n'était pas pour moi, c'était pour lui. Que veux-tu, Jake? Ai-je finalement demandé. Une chance, dit-il, sa voix à peine un murmure. Une chance de travailler. Je ferai n'importe quoi. Je balayerai les planchers. J'irai chercher le café. Je nettoierai les toilettes. J'ai besoin d'apprendre à construire une seule chose dans ma vie au lieu de briser tout ce que je touche. L'ancien Michael aurait été méfiant. Mais en regardant l'homme brisé et humilié devant moi, j'ai vu une étincelle de quelque chose de nouveau, la sincérité. L'équipe de salle a une ouverture pour un manœuvre général sur le nouveau chantier du centre-ville, ai-je dit. Le salaire est de $18 de l'heure. C'est un travail physique difficile. Et tu n'auras aucun traitement de faveur. Tu seras juste un autre gars de l'équipe. Si tu as une minute de retard, ça te fera la peau. Es-tu sûr de vouloir ça? Un éclair de soulagement profond et pur passa sur son visage. Oui, dit-il. Merci. Le dernier pilier de mon ancienne vie s'est mis en place un mois plus tard. Mon père m'a appelé et m'a demandé de déjeuner avec lui. Nous nous sommes rencontrés dans un simple restaurant, le genre d'endroit où il n'aurait pas été pris mort il y a 1 an. Il paraissait plus petit. L'imposante présence de granit avait disparu, remplacée par l'affaissement fatigué d'un vieil homme. Nous avons mangé en silence pendant un certain temps. Le cliquetis des couverts remplissant l'espace entre nous. Les rapports sur la participation aux bénéfices sont sortis, a-t-il finalement dit, fixant sa tasse de café. C'est une bonne idée. Michael. Une très bonne idée. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a 20 ans. Ça aide, ai-je dit simplement. Il posa sa cuillère et me regarda. Son regard direct est rempli d'une profonde hélas tristesse. J'avais tort, dit-il. Les 3 mots sortant comme s'il s'agissait d'objets lourds et rouillés qu'il devait remonter du fond d'un puits. J'étais tellement occupé à essayer de revivre ma propre jeunesse. En me voyant dans la bravade de Jake,
que j'ai oublié ce qu'est réellement le leadership. Il ne s'agit pas d'être le type charmant de la pièce. Il s'agit d'être le type qui reste toute la nuit pour réparer les fondations. C'est la main ferme. C'est le travail acharné. Il prit une inspiration tremblante. J'ai passé des années à essayer de faire de toi une version de moi. Je n'ai pas vu que tu étais déjà une version de ton grand-père, une meilleure version. J'étais tellement occupé à chercher un reflet que j'ai raté le véritable héritage qui se tenait juste devant moi. C'était la validation dont j'avais rêvé toute ma vie. Et quand elle est finalement arrivée, elle n'a pas ressemblé à une victoire triomphale. Elle a ressemblé à un armistice, une fin calme, triste et nécessaire à une très longue guerre. Nous ne pourrions jamais revenir à ce que nous étions, mais pour la toute première fois, j'avais l'impression que nous avions une chance de construire quelque chose de nouveau. Cela fait plus d'1 an maintenant depuis ce déjeuner au restaurant. Le monde continue de tourner, et la vie trouve étonnamment une nouvelle forme de normalité. Anderson & Partners n'est plus un patient en difficulté, c'est une entreprise saine et en pleine croissance. Nous avons décroché 2 nouveaux contrats de plusieurs millions de dollars. Non pas grâce à un nom de famille, mais parce que nos offres étaient plus intelligentes, notre technologie était meilleure et notre réputation de tenir nos promesses était à toute épreuve. Les chèques de participation aux bénéfices augmentent chaque trimestre, et la culture de la réussite partagée est palpable. Jake est toujours dans l'équipe de salle. Il se présente à 5h45 tous les jours. Il travaille dur. Il ne se plaint pas. Il a gagné le respect à contre-cœur des autres gars de l'équipe, qui ne le considèrent plus comme le fils du patron. Mais juste comme Jake, le type qui peut transporter des barres d'armature aussi bien qu'eux. Je le vois parfois lors d'événements d'entreprise. Nous ne parlons pas beaucoup. Mais il y a un respect silencieux et hésitant entre nous maintenant, le genre qui ne peut être construit que sur une base d'action, pas de mots. Il apprend le métier depuis le béton. Il construit enfin quelque chose. Ma mère et moi nous parlons. Ce n'est pas comme avant, et j'en suis reconnaissant. Les conversations sont prudentes, axées sur le présent. Nous parlons de la nouvelle obsession de Sarah pour la culture de tomates anciennes ou d'un film que j'ai vu. Nous ne parlons pas du passé. C'est une trêve fragile. Mais c'est mieux que la guerre froide qui l'a précédée. Mon père et moi déjeunons toujours une fois par mois. Il est maintenant complètement à la retraite, et cela semble lui convenir. Il ne donne plus de conseils commerciaux non sollicités. Au lieu de cela, il me pose des questions sur ma vie. Il écoute. Dans sa vieillesse, il apprend enfin à être un père. Et pas seulement un PDG qui vivait dans la même maison. Il y a quelques semaines. Je me tenais au dernier étage squelettique d'un nouvel immeuble de bureaux de 30 étages que nous construisons au centre-ville. Il était tard dans la soirée. Et le soleil était une boule orange de feu qui s'enfonçait sous l'horizon, peignant le ciel dans des nuances spectaculaires de violet et d'or. En dessous de moi. Les lumières de la ville commençaient à scintiller, une galaxie tentaculaire de l'effort humain. J'ai regardé la solide charpente en acier sous mes pieds, les os solides et inflexibles du gratte-ciel. J'ai pensé à ce mot qui m'avait hanté si longtemps, l'héritage. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que l'héritage était une chose que l'on héritait. Un droit de naissance transmis de père en fils, un nom sur un panneau, une entreprise, une histoire. Mais en me tenant là, au-dessus de la ville, j'ai réalisé la vérité. L'héritage n'est pas ce que l'on vous donne, c'est ce que vous construisez. Il est dans les fondations que vous posez, tant en acier que dans la vie des personnes que vous dirigez. Il est dans la confiance que vous gagnez par vos actions, et non par vos mots. Il est dans la satisfaction tranquille de regarder quelque chose que vous avez créé avec votre propre esprit. Votre propre intégrité et vos propres mains, et de savoir que c'est fort, que c'est vrai et que c'est sans équivoque à vous. Je n'ai pas gagné une entreprise. Je n'ai pas perdu une famille. J'ai simplement lutté pour le droit de construire ma propre vie selon mes propres conditions. Et ce faisant, j'ai appris que la fondation la plus importante que l'on puisse construire est celle qui se trouve en soi, une fondation de valeurs personnelles que personne ne peut jamais vous enlever. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû vous battre pour votre propre valeur contre les personnes qui étaient censées vous soutenir le plus? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous.